Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous renouveler une fois encore votre fidélité sur Canal 3 Bénin. Le grand format de ce dimanche 29 juin 2025 sera marqué par les réformes dans le secteur des transports terrestres, notamment la mutation du Centrainam en OPTMB, entendez Organisation professionnelle des transporteurs de marchandises du Bénin. Comment les transporteurs vivent-ils les réformes dans le sous-secteur des transports terrestres et comment peuvent-ils accompagner le développement socio-économique du Bénin? Les réponses à toutes ces questions dans notre émission avec El Hadj Rabiou Garba, président de l'OPTMB. Il sera donc sur ce plateau pour éclairer notre lanterne. En page culture, nous allons recevoir un artiste, compositeur, chanteur dont le talent est impressionnant, une voix spéciale qui fait voyager dans l'univers du vécu quotidien à travers des ondulations vibrantes. Il est à cheval entre le Bénin et le Japon et sa musique moderne, bien que d'inspiration traditionnelle, jette une passerelle entre les deux pays puisque l'artiste s'est approprié un instrument de musique découvert au Japon et qui aujourd'hui est une spécificité de ses œuvres. On l'appelle simplement Adek Alibono. Nous aurons aussi droit à la revue de presse hebdomadaire de Assemoka Siangbon. L'invité média de ce dimanche s'appelle Koshimo Rumbadji. Il est journaliste. Avec lui, nous ferons le décryptage des faits marquants de l'actualité. C'est donc parti pour le grand format de ce dimanche 29 juin 2025. Voici le journal. Au sommaire de cette édition, l'utilisation des drones dans l'agriculture au Bénin était au cœur d'une conférence internationale des technologies, de l'information et de la communication CITA 2025. C'est à travers un atelier de formation au profit des jeunes, des chercheurs, des professionnels du secteur agricole. Objectif, faire profiter des avancées de ces technologies pour une mise à jour devant les défis actuels du monde agricole. Les détails dans un instant. Et pendant ce temps, l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises organise la 4e édition de son Afterwork professionnel PME Connect, une initiative qui a mobilisé près de 200 chefs d'entreprise, représentants d'institutions, experts de qualité et partenaires de développement économique. Au menu de cette rencontre, les dispositifs d'accompagnement de l'ADPME et de l'APSA à l'obtention des autorisations de mise sur le marché pour les PME, PMI agroalimentaires. Nous ferons également un tour dans le département du Koufo où la ville d'Aplaroué vibre au rythme du championnat national scolaire. En marge de l'événement, la direction départementale du cadre de vie et des transports chargée du développement durable du Koufo a initié une séance de sensibilisation sur les effets des changements climatiques avec une campagne de reboisement. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. L'importance des drones dans l'agriculture au Bénin était au cœur d'une conférence internationale des technologies de l'information et de la communication CITA 2025. L'événement de 2 jours organisé par l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin en Salbe a offert un atelier de formation sur cette problématique aux jeunes, aux chercheurs et aux professionnels du secteur agricole. Objectif, faire profiter des avancées de cette technologie pour une mise à jour devant les défis actuels du monde agricole. William Clécan pour les détails. Des étudiants, jeunes start-up, universitaires et des producteurs renforcent leurs compétences dans l'utilisation des drones et outils de télédétection comme instrument d'aide à la décision en agriculture. Une communication est concoctée à ce sujet en ce 2e jour de la conférence internationale des technologies de l'information et de la communication CITA 2025, centrée sur les technologies émergentes pour une agriculture durable. En la matière, l'atelier aborde dans sa première phase les fondamentaux de l'usage de ces moyens innovants, les conditions d'utilisation et la réglementation en vigueur au Bénin. Nous pouvons donc utiliser les drones pour, par exemple, évaluer les superficies emblavées, pour voir les maladies sur les plantes, voir le taux d'infestation. Ça, c'est du côté agricole, ce qui est possible encore au Bénin. Ailleurs, le drone est utilisé déjà pour la récolte. Donc, le drone est également utilisé pour épandre les pesticides dans les champs. Nous n'avons pas encore atteint ce niveau ici, mais déjà, le drone est exploité déjà ici pour la cartographie. Cette présentation a lieu au 2e jour de la CITA 2025
La rencontre de 48 heures, initiée par la Commission permanente des sciences fondamentales, ingénierie et innovation de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, pour mettre durablement l'agriculture du pays au goût du jour. Les types de drones sont présentés par leurs caractéristiques aux participants avant l'initiation pratique à leur manipulation en situation réelle. Nous allons faire une phase pratique. On va démarrer les différents appareils. Et les gens vont voir comment ça fonctionne, comment on prend les images. Et on va revenir en salle pour la deuxième phase pratique qui va se faire en salle parce que les images qui ont été collectées vont être interprétées, analysées avec des logiciels et interprétées. Et cette phase, on va faire ça en salle avec des ordinateurs. L'agriculture 4.0 et la transformation numérique, la sécurité des données et l'inclusion digitale, la durabilité des systèmes alimentaires ainsi que la résilience en agriculture sont les grands sujets d'intérêt de cette conférence, la CITA 2025. Comme en bas. Petites et moyennes entreprises ADPME a organisé ce jeudi à Cotonou la 4e édition de son Afterwork professionnel PME Connect en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers. Une initiative qui a mobilisé près de 200 chefs d'entreprise, représentants d'institutions, experts qualités et partenaires du développement économique autour du thème dispositif d'accompagnement de l'ADPME et de l'APSA à l'obtention des autorisations de mise sur le marché pour les PME, PMI agroalimentaires. À l'occasion, une bonne nouvelle a été annoncée aux participants. Les frais d'expertise de l'AMM dont l'échéance d'obtention est fixée au 31 juillet 2025 par l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments sont désormais gratuits pour les entreprises agroalimentaires. Voici le compte rendu de Rouliat Sanoussi. PME Connect, une initiative de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, ADPME, se tient pour la 4e fois ici à Cotonou. Pour cette 4e édition, ce sont les entreprises opérant dans l'agroalimentaire qui sont concernées et l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, ABSSA, y prend une part active. L'objectif, en fait, est de rassembler les PME, d'identifier les difficultés auxquelles ces PME sont confrontées et de pouvoir traiter ces difficultés en faisant venir, en fait, des experts, des personnalités qui travaillent sur ces sujets de manière à lever les difficultés. La rencontre est axée sur le thème « Dispositif d'accompagnement de l'ADPME et de l'ABSSA à l'obtention des autorisations de mise sur le marché pour les PME-PMI agroalimentaires ». Une thématique qui répond aux besoins de ces entreprises pour lesquelles l'obtention des AMM délivrées par l'ABSSA reste un défi. L'AMM aujourd'hui est devenue presque une contrainte pour les PME, surtout lorsque ces PME sont au nord du Bénin, au centre, tout ça, parce que le processus pour avoir l'AMM consiste à faire des analyses d'abord sur le produit fini, à enregistrer le produit et à payer des frais d'expertise. Et quand on regarde à peu près la fourchette de ces prix, c'est ça qui fait à peu près 80%. Dès cet instant-ci, les frais d'expertise sont rendus gratuits pour toutes les PME dans le domaine agroalimentaire. Dès demain, lorsque ces PME vont s'adresser à nous, c'est pour payer uniquement les frais d'analyse et les frais d'enregistrement et les frais du certificat. PME Connect a également permis de mettre en lumière les retours d'expérience de 6 PME accompagnés par l'ADPME. L'ADPME et l'ABSSA promettent continuer à échanger avec ces PME pour résoudre les autres difficultés, notamment en termes d'infrastructures, de conseils et de financement. Pour nous, c'est très important parce que l'objectif de la réunion a été atteint. Je félicite Laurent pour le travail qu'il fait et je recommande aux PME de se mettre en groupe, de s'associer pour relever ensemble les défis. Avec cette 4e édition, PME Connect confirme son rôle d'espace stratégique de dialogue et de mise en réseau entre les MPME béninoises et leurs partenaires. Parlons assistance avec Plan International Bénin qui vole au secours des populations de 3 départements du Bénin pour le développement communautaire. Il s'agit d'un don de kit d'installation professionnelle à des participants au parrainage et leur met dans les départements du Zou, du Koufo et des Collines. Un geste qui vise à faciliter l'intégration socio-économique des bénéficiaires. Voici les précisions avec Narcisse Alossé. Au bout de la période d'apprentissage, les participants au parrainage
reçoivent ici des mains des responsables de Plan International Bénin des kits d'installation professionnelle. Un geste que l'ONG tire d'une conviction. Plan International Bénin est convaincu que l'investissement dans la jeunesse, surtout les filles et des femmes, est le levier le plus puissant pour un développement durable et inclusif. D'un coût de près de 43 millions de francs CFA, ce lot de kits est offert pour faciliter l'intégration socio-économique des bénéficiaires, 289 au total, est venu des départements du Zou, du Koufo et des Collines. Tout comme ces futurs promoteurs d'emploi, leurs maires issus de 17 associations ont aussi bénéficié d'un appui en matériel de transformation agroalimentaire pour le développement de leurs activités génératrices de revenus. Aux côtés du Plan International Bénin pour ce geste, l'ONG Gbewa. Nous partageons les mêmes objectifs, celui de voir nos enfants s'épanouir, nos jeunes prendre leurs envols professionnels et nos femmes devenir de véritables piliers de l'économie locale. Nous nous engageons solennellement à utiliser ces équipements de manière judicieuse et responsable. Cet appui, c'est surtout la mise en œuvre du projet Contribution du bien-être des enfants et leadership des filles et jeunes femmes dans les 3 départements. Ce sont des vies transformées, des familles renforcées et les communautés dynamisées grâce à l'étroite et fructueuse collaboration entre l'État béninois et bien sûr les communautés elles-mêmes. Je voudrais, au nom du gouvernement Bénin Parti Talon, reconnaître les efforts faits par Plan International Bénin chez nous ici au Bénin. Plan International Bénin, c'est déjà 30 ans au service du développement du Bénin. Ces interventions sont visibles dans beaucoup de secteurs, notamment l'éducation, la santé et l'environnement, mais aussi l'agriculture et l'électrification rurale. Plan International Bénin. Pour les festivités de ces 50 ans d'existence, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, organise une marche de bien-être dénommée la Marche du Jubilé d'Or. De nombreuses associations et responsables de la Fédération béninoise de sport pour tous ont répondu présent à l'invitation de l'institution régionale sur l'esplanade de l'Amazone à Cotonou. Dans une ambiance de gaieté, marcheurs et marcheuses ont parcouru un certain nombre de kilomètres pour une mise en condition de leur santé. Suivant. C'est dans une ambiance empreinte de solennité que le représentant résident de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a donné le coup d'envoi de la marche commémorative du Jubilé d'Or. Habillés de t-shirts blancs et casquettes arborant fièrement l'emblème des 50 ans de l'organisation régionale, les participants ont entamé leur marche symbolique par le boulevard de la Marina. Protégés par un important dispositif sécuritaire, la marche s'est interrompue au niveau du carrefour Bioguera avant que les participants ne rebroussent chemin vers le point de départ. Tellement enthousiasmés, certains expriment leur joie. Je dirais que les activités sportives sont une bonne chose pour la santé humaine. Si vous tenez au bon fonctionnement de votre cœur, pensez à la marche. C'est une initiative très appréciée de la part de notre association. Il faut le faire, hein. C'est pour la santé, c'est pour le bien-être, c'est pour avoir un corps en forme, tout ça. Donc je pense que c'est important pour tous de venir faire du sport. Les initiateurs de cette marche estiment qu'elle s'inscrit dans une dynamique visant à favoriser l'intégration économique des membres de la CEDEAO, tout en soulignant que de nombreux défis restent à relever. Il faut souligner que lorsque nous prenons notre continent, l'Afrique, la CEDEAO, couplée avec l'UEMOA, nous sommes les organisations d'intégration régionale les plus avancées, les mieux réussies. Ça, c'est une réalité, c'est un fait. Je suis très heureuse de faire partie de cette marche, de l'intégration, je vais l'appeler, à l'heure où le multilatéralisme, l'aide au développement est mise à mal. Aujourd'hui, nous avons fait la démonstration que l'intégration, être ensemble, est la clé pour un avenir radieux pour notre région ouest africaine. Marcher pour la CEDEAO, marcher pour l'intégration, pour moi c'est un acte de foi, c'est ma vie au quotidien. C'est tout ce que j'ai fait et tout ce que je sais faire et tout ce que je ferai de ma vie.
parce qu'il n'y a pas d'autre chose, l'intégration est notre avenir. Alors, nous avons marché pour l'avenir, continuons à marcher pour l'avenir. La marche s'achève dans une ambiance de fraternité, symbole fort de l'unité régionale. Une journée placée sous le signe de solidarité, où chaque pas a rapproché un peu plus les peuples de la CEDEAO. Le Bénin se donne les moyens techniques pour mieux faire face aux défis sécuritaires qui se jouent sur la mer. La préfecture maritime a signé ce jeudi une convention avec l'Institut de sécurité maritime interrégional d'Abidjan, qui est une entité de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Le contenu du partenariat consiste à former des cadres béninois intervenant sur la façade maritime pour repousser la criminalité. Reportage Idriss Boukari. L'acte officialise désormais le partenariat qui existe entre la préfecture maritime du Bénin et l'Institut de sécurité maritime interrégional d'Abidjan en Côte d'Ivoire. La signature d'une convention pour outiller les cadres civils et militaires béninois en droit et en sécurité maritime, exerçant dans les organisations de l'action de l'État en mer. Monsieur le contre-amiral préfet maritime, en suscitant la signature de cette convention de partenariat, vous contribuez certes à consolider le statut de l'ARSTM et de l'ISMI en tant que centre d'excellence de formation en matière maritime en Afrique, mais vous devenez surtout par ce fait un acteur clé de la vision gouvernementale de faire du Bénin un carrefour maritime de référence. Et je voudrais pour cela vous exprimer mes félicitations et vous traduire toute mon admiration et ma profonde gratitude. L'Académie régionale des sciences et techniques de la mer est l'institution en charge de la formation maritime, portuaire, logistique et industrielle, des questions de sûreté en mer et de pêche des 15 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. La signature des documents permettra de renforcer le Bénin dans sa lutte contre la grande criminalité maritime dans le golfe de Guinée. Ce partenariat n'est pas seulement une formalité. Il exprime une volonté commune, celle de construire, dans le golfe de Guinée, une gouvernance maritime solide, résiliente et indépendante. Je voudrais remercier très chaleureusement nos partenaires ivoiriens et bien sûr Enabel à travers le chef des projets Passeport et Proport, ici présent, l'organisateur principal, ainsi que toutes les personnes présentes ici qui croient en cette coopération régionale. Créé en 2015, l'Institut de sécurité maritime interrégional d'Abidjan est une entité de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer en charge de la formation et du renforcement des capacités des personnels civils et militaires du golfe de Guinée. Le Bénin est membre du conseil d'administration de l'Académie. La convention a une durée de 3 ans renouvelable. Nous allons à présent prendre la direction du département du Koufo, où la ville d'Aplaroué vibre depuis le week-end dernier au rythme du championnat national scolaire. En marge de l'événement, la direction départementale du cadre de vie et des transports, chargée du développement durable du Koufo, a initié une séance de sensibilisation sur les effets des changements climatiques avec une campagne de reboisement. Une initiative qui bénéficie du soutien du ministère des Sports. Voici les précisions avec Narcisse Alossé. Nous sommes la génération verte. Mobilisé par la direction départementale du cadre de vie et des transports chargée du développement durable du Koufo, il se réclame de la génération verte. Ces jeunes filles et jeunes gens participant au championnat national scolaire ont bénéficié des séances de sensibilisation sur les effets des changements climatiques. Nous avons identifié parmi les personnes cibles de nos séances de sensibilisation environ 300 jeunes, joueurs, joueuses et athlètes. Ces jeunes sont donc nommés ambassadeurs des forêts pour un Bénin plus vert et plus sain. Ambassadeurs des forêts, suivant la nouvelle approche du ministère du cadre de vie, l'approche des enfants ambassadeurs et de la parole à l'acte, ces futurs cadres du Bénin ont procédé à la mise en terre de dizaines de plans dans l'enceinte du complexe scolaire de l'école maternelle publique d'Aplaroué Centre et du guichet unique de protection sociale. Chers enfants, je voudrais vous repréciser ce matin que chaque arbre que nous plantons est un espoir, un précieux outil de lutte contre le changement climatique, une source de vie pour nous-mêmes. Nous faisons partie de la nature.
si nous la détruisons, que nous nous détruisons nous-mêmes. Et donc, si on vous parle bien, si on vous sensibilise bien, si vous retenez ce que papa et maman vous ont dit, les autorités vous ont dit, si vous suivez la ligne, le Bénin va gagner. De l'environnement à la santé, les jeunes filles ont eu droit à des séances de sensibilisation sur l'hygiène menstruelle avec le concours de l'UNICEF. Vous avez vu, c'est bien fermé, non? Vous mettez ça sous votre slip. Vous ouvrez comme ça. Et vous refermez encore correctement. Le soir, vous enlevez et vous trempez ça dans l'eau. Et le tout a été suivi de la distribution de kits d'hygiène menstruelle. Objectif, garantir à ces athlètes filles leur bien-être et leur pleine participation aux activités sportives. Encore des images du sport qui associe l'environnement au championnat national scolaire qui se déroule depuis le week-end dernier à Plafoué dans le département du Koufo. Comme vous le voyez sur ces images, en marge de l'événement, le ministère des Sports, à travers l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, a initié une campagne de reboisement et pour l'occasion, athlètes et encadreurs ont été mobilisés pour une séance de mise en terre des plants à l'école primaire publique de Yerouemé, dans l'arrondissement d'Azové. Au total, 2500 plants de différentes espèces ont été mis en terre sur une superficie d'1 hectare. Nous allons écouter ici le préfet du Koufo qui est précédé du directeur général de l'Office béninois du sport scolaire et universitaire. Il nous explique le bien fondé de cette initiative. Un camion Titan en provenance de Calavi vers Cotonou, chargé de maïs, arrivé au niveau de Carrefour Ita, il a fait une fausse multiplication et le truc là s'est renversé. Dieu merci, sur place il n'y a pas eu de mort. Il y a les blessés, il y a eu 4 blessés. Mais il y a eu plus de peur que de mal. Bon, la population, les gens sont en train d'écrire n'importe quoi sur les réseaux. Il y a fait un décès, il y a fait un chose là. Non. Le camion est très en forme. Le camion est déjà traité vers la base de la police à Calavi, au niveau du commissariat central. Non, il n'a pas bu. Mais il a fait une fausse manipulation. Arrivé au niveau de Calavi, il a fait une fausse manipulation et le truc s'est renversé. Donc voilà ce qui s'est passé. Quand j'ai été alerté de la situation, donc la réaction a été immédiate. Comme d'habitude, aussitôt les sapeurs-pompiers se sont déployés sur les lieux, puisqu'il y avait déjà un début d'incendie qu'ils ont pu maîtriser et leurs véhicules de transport médicalisé également étaient là. Et les ambulances de Calavi et le SAMU ont été aussitôt mobilisées. Et cela a permis de récupérer dans la foulée les 5 blessés que nous avions, dont 3 ont été transportés à Ménotin et 2 au CNHU. Malheureusement, le couple qui est arrivé au CNHU, à leur admission, la femme malheureusement était déjà décédée. Donc le mari est aux soins actuellement. On est en train de faire le nécessaire pour que sa vie soit sauvée. Et sur Ménotin, nous avons 2 blessés dont l'état est stable, mais un blessé dont l'état est suffisamment grave, qui est polytraumatisé, que nous avons transféré vers le CNHU. Et les soins adéquats également lui sont prodigués. Comme d'habitude dans cette situation, le gouvernement ne réfléchit pas et agit promptement de façon à prendre en charge sans aucun frais les victimes. Le véhicule était en forme, neuf, à toutes les pièces. Il a perdu le contrôle du véhicule. Pourquoi? On ne sait pas. Vous avez vu un chargement. Est-ce qu'il a bien chargé? Est-ce que le chargement est bien équilibré? Est-ce que les pneus sont... Les raisons sont multiples. C'est maintenant que les investigations vont nous aider. Mais la police a été assez prompte pour intervenir et empêcher que les dégâts ne soient vraiment graves. Les gens ont été alertés, ils ont laissé les motos, ils sont partis. Bref, le camion s'est renversé sur la contre-allée. Ça va être plus de vigilance désormais, ça va être plus de surveillance, ça va être plus de sanctions et d'informations, plus de balisage pour informer, mais ça va être également beaucoup plus de sanctions vis-à-vis des conducteurs indélicats, des propriétaires qui ne respectent pas les règles, le code de la route.
Voilà, vous l'avez certainement constaté en lieu et place des éléments de reboisement. Vous avez suivi justement l'élément sur le grave accident de la circulation qui s'est produit dans la commune d'Abomey-Calavier dans la soirée du vendredi dernier. Un conducteur camion chargé de sacs de maïs a perdu donc le contrôle de son volant et s'est renversé sur la contre-allée de la chaussée. Le bilan provisoire fait état de plusieurs blessés graves et un décès. Informés de la situation, 2 ministres du gouvernement se sont rendus sur les lieux pour constater les faits et apporter leur soutien aux victimes. Également sur les lieux, le directeur général de la police républicaine et le directeur départemental atlantique du Centre national de sécurité routière. Ils se sont prononcés. Tout à l'heure, vous les avez suivis. Et voilà qui relance une fois encore la question de la sécurité routière. Prudence donc sur nos axes routiers. Et puisque nous parlons route, nous allons y rester pour parler des réformes amorcées dans le sous-secteur des transports terrestres et leurs impacts sur la vie des transporteurs de marchandises. Ce sera avec notre invité de la semaine, El Hadj Rabiou Garba, que je reçois tout de suite sur le plateau. Bonsoir El Hadj Rabiou Garba, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Bonsoir M. Urich, vous allez bien j'espère? Je vais très bien. Merci. Le jeudi dernier, la communauté des transporteurs de marchandises a connu une révolution. Il s'agit de la mutation du Centra INAB en OPTMB. Pourquoi ce changement de dénomination? Merci M. Urich. Je vous salue de passage et vous remercie d'avoir couvert l'événement. Cette migration de Centra INAB à OPTMB n'est autre que la conformité avec les réformes qui s'opèrent dans le sous-secteur transport. Vous savez, il y a quelques années, le transport était une prestation, mais aujourd'hui, le transport est un métier. Et on était dans la défense. Avec ces réformes, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'option de défense des intérêts, mais nous sommes dans l'option de s'ouvrir au monde et savoir et voir qu'est-ce qui se passe ailleurs et pouvoir s'adapter. Oui. Et qu'est-ce que l'OPTMB apporte concrètement de plus que le Centra INAB, puisque vous affirmez que c'est désormais un regroupement plus grand et plus représentatif? Oui, monsieur Gaba, vous savez que le Bénin est dans un changement. Le Bénin est en construction et le transport est sollicité. D'accord. Ce n'est un secret pour personne. Vous rentrez dans la ville de Cotonou aujourd'hui, vous voyez les bennes flambant neuves. Aujourd'hui, vous allez vers Calavier, vous allez voir des usines même de, je ne sais pas si je peux me permettre de dire, des fabrications de remorques. Puisque des hindous nous ont même sollicité pour venir voir ce qui se passe dans ces usines-là. D'accord. Et vous venez tout à l'heure de faire cas d'un cas d'accident au carrefour Ita. Oui. C'est une preuve tangible qu'il faut vraiment aller et il faut se conformer à la réforme et changer dans la mesure du possible ou renouveler dans la mesure du possible le parc automobile. Voilà, le parc automobile. Oui, je sais que vous avez fait du chemin avec le Centra INAB. Avant de parler de l'OPTMB, qui aujourd'hui est le creuset qui est le plus reconnu, quel bilan faites-vous du parcours du Centra INAB? Ah, monsieur le journaliste, de mémoire d'homme, de 2010 jusqu'en 2016, il faut reconnaître que s'il n'y avait pas Centra INAB, il fallait créer Centra INAB. Ah bon, pourquoi? Car entrer au port était un goulot d'étranglement. Ceux qui sont appelés à défendre l'intérêt des transporteurs était vraiment un goulot d'étranglement pour les transporteurs et même ceux qui ont confiance au port de Cotonou et qui passent par le port de Cotonou et qui nous donnent du travail, que sont les importateurs. Oui. Du mémoire d'homme,
il y a en 2016-2017, il y a eu un bureau de fret. Ce bureau de fret a failli même amener les transporteurs avant tous les camions. C'est Centra Inab qui a allé au front et qui a éclairé la lanterne du gouvernement actuel et qui dit, mais tiens, ce qu'on m'a servi n'était alors pas la bonne information. Et après, je crois bien, 4, 5, voire 6 mois, cette décision a été rapportée. C'est toujours Centra Inab. Rappelez-vous, quand le pont de Manaville a cédé, c'est la seule structure de défense qui a parcouru le corridor pour voir dans quelles conditions les transporteurs, c'est-à-dire nos conducteurs et nos matériels étaient à l'époque. C'est toujours Centra Inab. En 2018, plus de 650 camions étaient bloqués à Gaïa et qui s'est levé comme un seul homme à rencontrer le ministre d'alors, le ministre Koti, que je salue de passage, et qui a dit, mais tiens, c'est vrai ce que vous dites? Je dis oui. Il a contacté son homologue du Niger et notre information s'est avérée vraie. Et il dit, mais comment on fait? Il a réuni ses cadres techniques et une réunion d'urgence s'est opérée et a instruit ces cadres. Il dit, mais qui sont ceux qui ont bloqué? On a dit, mais ces syndicalistes béninois et leurs homologues nigériens qui sont mis ensemble pour mettre un ticket qui se vendait à l'époque, je crois bien 8 000 ou 12 000 par là. Et il fallait, comme au Bénin, on ne pouvait pas bloquer les camions, ils se sont entendus avec leur homologue du Niger. Et dès que vous rentrez à Gaïa, vous êtes bloqué. Il y a eu plus de 650 camions bloqués. J'avoue que n'eût été vraiment l'effort de Centra Inab, les autorités n'auraient pas eu la vraie information pour pouvoir décanter cette situation. Vous avez aidé les transporteurs à votre niveau. Oui. Et bien, justement, quels sont les défis qui s'imposent aujourd'hui à l'OPTMB, l'organisation professionnelle des transporteurs de marchandises du Bénin, puisque aujourd'hui, nous ne parlons plus de Centra Inab, mais plutôt de l'OPTMB. Et il y a des réformes qui sont en cours aujourd'hui face à ce sous-secteur des transports terrestres en pleine mutation, bien évidemment. Qu'est-ce que l'OPTMB peut apporter de plus aujourd'hui? Oui, monsieur Ulrich, avant qu'on en arrive là, permettez-moi de souligner encore un point important. D'accord. Ce que Centra Inab a fait. En 2016, la campagne cotonnière, vous savez, c'était la première campagne cotonnière du président Talon. Et ceux qui sont en charge de la campagne cotonnière, je peux parler bien de la SODECO et de l'AIC, étaient en contact avec les structures syndicales pour pouvoir faciliter la campagne cotonnière. Sont 12 heures de négociation, ça n'a pas marché. Et c'est Centra Inab qui est arrivé à dénouer cette crise-là. C'est Centra Inab. On a dit, mais pour quelle preuve eux, ils avançaient le prix du transport de coton qu'appliquait le régime passé devrait être appliqué. Alors, ceux qui ont en charge le coton aujourd'hui, on dit, ils ne sont pas à mesure. Ils sont 12 heures de négociation, ils n'ont pas pu. C'est Centra Inab qui est rentré dedans et qui a dit, mais écoutez, nous, le coton est subventionné par l'argent du contribuable béninois. Absolument. Laisser le coton pourrir en brousse, c'est toute une économie qui, en partie, et en l'occurrence, l'économie du transport. Parce que allez-y voir ce que la campagne cotonnière fait aux transporteurs. Donc c'est nous qui sommes allés à la négociation. On a pu avoir une augmentation pas comme ce que les autres... Moi, je ne savais même pas ce que les autres réclamaient parce qu'ils ne sont pas venus à la radio ni à la télé nous expliquer la raison qui sous-tend cette position ferme et qui les a amenés même à aller à lancer une motion de grève. Donc c'est toujours Centra Inab qui est allé et qui est arrivé à dénouer cette crise. C'est pour vous dire que Centra Inab s'est battu pour l'économie béninoise et par ricochet l'économie du sous-secteur transport. Oui. Et on sait quand même que maintenant on parle beaucoup plus de l'OPTMB. Quels sont les défis qui s'imposent à l'organisation professionnelle des transporteurs de marchandises du Bénin face à un sous-secteur des transports terrestres en pleine mutation grâce aux réformes engagées par le président Patrice Talon aujourd'hui? Oui, le premier défi, c'est d'amener les transporteurs à se formaliser. D'accord. Vous n'êtes pas sans savoir que jusqu'à une date récente,
peut être transporteur qui veut. Mais avec ces réformes, n'est plus transporteur qui veut, c'est celui-là qui remplit les conditions. Et remplit les conditions, l'ANAT est à pied d'œuvre et en complicité avec nous, défenseurs des intérêts des transporteurs, c'est-à-dire les syndicats, et qui aujourd'hui, le mot syndicat n'a plus forcément sa place, mais c'est ça qui a motivé cette migration de Centra INAB vers l'OPTMB, organisation professionnelle des transporteurs de marchandises. Oui. Vous aviez à vos côtés, pour votre assemblée extraordinaire, l'Agence nationale des transporteurs, vous en avez parlé tout à l'heure, et son représentant a d'ailleurs appelé la professionnalisation du transport de marchandises au Bénin, un aspect devenu incontournable justement dans les réformes, surtout avec la plateforme Sécurroute. Est-ce qu'aujourd'hui les conditions sont réunies pour que les transporteurs vivent véritablement de leur métier? Oui, c'est ce que c'est le rêve de tout transporteur. D'accord. Vous savez, le transport à distance semble être une activité facile, mais c'est une activité très difficile, très difficile, qui sollicite beaucoup de moyens, qui nécessite beaucoup de moyens et qui sollicite vraiment la tête. Et vous allez constater il y a quelques années, beaucoup de transporteurs souffrent de l'AVC parce que ils n'arrivent plus depuis la fermeture des frontières. Le moyen est là, c'est le seul moyen pour pouvoir quand même subvenir aux besoins. Ils n'arrivent plus. C'est la seule activité qui permet aux transporteurs aujourd'hui de souffler un peu. C'est la campagne cotonnière qui ne dure que 4 mois. Ouais. Et après les 4 mois, nous tombons encore en chômage. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que les charges qui incombent un père de famille sont énormes. Oui, vous avez bien fait de parler justement de la fermeture des frontières, puisque les frontières au niveau de Malanville sont toujours fermées, et c'était l'une de vos grandes débouchés. Aujourd'hui, comment vivez-vous cette situation qui déjà dure des années? Oui, Ulrich, vous êtes, même si nous ne sommes pas sur ce plateau, avec votre sortie régulière pour voir ce qui se passe dans le sous-secteur transport et ce qui se passe sur les routes, c'est avec vous que nous avons fait ce parcours. On a vu dans quelles conditions les transporteurs étaient au lendemain de la fermeture. Ouais. J'avoue que vous allez dans nos garages aujourd'hui, les camions sont garés, les conducteurs sont remerciés, et c'est eux que vous voyez conduire les ZIM. Donc, il urge qu'on voie ailleurs. Voir ailleurs, c'est encourager les sociétés qui produisent, les sociétés de production de fret, comme les usines, les cimenteries, ouais. Les producteurs de coton, encourager les producteurs à en faire beaucoup et voir aussi essayer d'explorer autres moyens en attendant que cette frontière qui donne beaucoup, qui donne du travail aux Béninois, aux Nigériens, même aux Togolais, pourquoi pas aux Burkinabés, car ce n'est un secret pour personne. Ce corridor sollicite beaucoup les transporteurs. Il faut préciser aussi que c'est le corridor le plus sécurisé et le plus rapide, reconnu d'ailleurs sur le plan international. Et beaucoup de réformes sont impulsées depuis plusieurs années dans le sous-secteur des transports terrestres au Bénin. Dites-moi, M. Gabarabiou, quelles sont les réformes qui vous ont véritablement plu et qui vous facilitent votre travail? Oui, les réformes, l'une des réformes qui aujourd'hui, moi, me donne de la joie, ouais. C'est aujourd'hui, quand vous voulez, la visite technique, aujourd'hui, se fait, pour le paiement de la visite technique, se fait en ligne. Alors qu'il y a quelques années, il y a quelques mois, ce n'est pas des personnes interposées que cela se fait et à un coût divers. Il y a cela, il y a l'obtention de cartes de transport
Dès que vous avez votre autorisation de transport, il vous est facile d'avoir votre carte de transport. Alors, il y a quelques années, la carte de transport, il y a des intermédiaires qui vous disent, oui, INS a l'autorisation de transport, on peut passer par sa carte, par son autorisation de transport pour avoir la carte de transport. Tout ça là, à quel coût? À un coût élevé. Donc, aujourd'hui, c'est la transparence au niveau du sous-secteur transport. Et j'avoue que ce qui reste plus à faire, c'est comment contrôler le fret. Parce que le fret, aujourd'hui, c'est les démarcheurs que nous qualifions des porteurs d'affaires qui viennent voir telle marchandise à transporter à tel endroit avec le bureau de fret qui s'annonce, je crois bien que ce serait à la fin. Mais un autre souci des transporteurs, c'est le prix du transport qui varie selon le moment. Ouais. Il y a quelques mois, pendant la campagne cotonnière, on est allé à Malanville, ici à 25 000. Aujourd'hui, on y va à 18 000, à 19 000. Donc, surtout ce qui préoccupe l'un des défis de la nouvelle structure dont j'ai la charge est qu'il y ait surtout le plancher. Il faut prendre des dispositions pour que le plancher puisse être sauvegardé. Le plafond, on peut le percer à tout moment quand il y a plus de demandes. Voilà. Vous savez, il y a certainement des difficultés, puisque nous avons entendu certains acteurs de votre secteur se plaindre par moment. Et d'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a le problème du fret, il y a le problème du prix. Et qu'est-ce qui, selon vous, doit être fait pour faciliter votre travail? Oui, ce qui doit être fait, je crois bien, on est sur la ligne aujourd'hui. Les réformes que dirige la NAT, oui, en complicité avec la Chambre de commerce et de l'industrie du Bénin, oui, je pense bien que si toutes ces réformes arrivent à prendre corps, tu peux être dans ta maison et savoir que mon tour est pour telle date et tu places le camion. Mais attention, il est facile d'attendre son tour, mais il est plus difficile aujourd'hui d'accepter et donner une bonne prestation. Parce que si le tour arrive et que votre camion n'arrive pas satisfait, c'est que le client là, il se plaît, et si jamais il se plaît, c'est que votre camion est sorti du système. Et il faut travailler fort avant de pouvoir ramener. Donc les réformes, elles sont bonnes, mais ont des exigences que chaque acteur doit pouvoir s'apprêter à satisfaire pour pouvoir jouir réellement du fruit de cette affaire. Nous allons rapidement finir, Monsieur Rabiou Garba. Je sais que vous avez maintenant la direction, ou du moins la présidence de l'organisation professionnelle des transporteurs de marchandises du Bénin. C'est vrai que c'est ce qu'on appelle, l'ancêtre, c'était ce Centra INAB, qui peut faire partie de l'OPTMB. Et on parle aussi d'une fêtière aujourd'hui. Éclairez-nous un peu la lanterne à ce niveau-là. De quoi s'agit-il exactement? Oui, Monsieur Urich, la fertière, c'est le souci des acteurs. C'est le souci du gouvernement, avoir un seul interlocuteur. Et cela, c'est ce à quoi nous aspirons. Et l'une des intentions qui ont amené le bureau exécutif national de Centra INAB à changer aussi de cap, c'est bien ça. Mais j'ai constaté que les gens sont en avance même sur l'intention. On a des collègues qui récemment sont allés à un congrès et au lieu de collectif, ils se sont baptisés Fertière. Alors, Fertière, c'est l'ensemble des acteurs de défense des intérêts des transporteurs qui doivent se mettre ensemble et désigner ou bien élire un bureau exécutif national qui prendra en charge la défense
et l'intérêt des transporteurs. Est-ce que ce Pour le moment, on n'en est pas là. Est-ce que ce n'est pas le fait que très souvent vous n'arrivez pas à parler d'une seule voix, que là, jusqu'à présent, vous avez des difficultés à harmoniser vos points de vue pour pouvoir véritablement échanger avec les autorités? Oui, c'est le lieu de saluer le travail que l'ANAT est en train d'abattre en conspiration avec Enabel Passeport, que je salue et je remercie de passage, qui nous appuie beaucoup au niveau des formations, au niveau même du voyage pour aller voir ce qui se fait sur d'autres cieux. Donc, nous sommes en train et incessamment, je crois bien avec le nouveau bureau que nos collègues de l'autre côté ont mis en place, et on pourra dans les jours et mois à venir se voir, discuter et voir dans quelle mesure mettre cette fêtière en place. Merci à vous, Rabiou Garba, d'avoir accepté notre invitation. Bon dimanche à vous. Je retiens que les réformes sont justes, mais il y a beaucoup d'exigences. C'est bien ça. Voilà. C'est bien ça. Merci à vous. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de faire le récapitulatif de l'actualité de la semaine. Voici pour vous la revue de presse hebdo de Assiomo Kani. Assiomo. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue sur la revue de presse hebdomadaire. L'un des sujets majeurs auxquels s'intéressaient les publications dans la semaine, c'est la visite de travail du chef de l'État au Brésil, que relatait donc la Nation en écrivant que le chef de l'État est arrivé le mardi 24 juin à Brasilia au Brésil pour une visite de travail. Ce déplacement du président Patrice Talon participe de la volonté de renforcer les relations entre son pays et le Brésil, qui ont plusieurs centres d'intérêt communs du fait de leur passé. Pendant ce séjour, il est annoncé que Patrice Talon aura des entretiens avec plusieurs personnalités brésiliennes sur des sujets d'intérêt pour la coopération bilatérale. Point d'orgue de cette visite, ajoutait Fraternité, sa rencontre le mercredi 25 juin avec le président Luiz Inácio Lula da Silva, une entrevue marquée par la volonté de renforcer un partenariat multiforme entre le Brésil et le Bénin. Il s'agit de la seconde visite du président Talon au Brésil en un peu plus d'un an, ce qui témoigne de la dynamique nouvelle entre les deux pays. La visite de Patrice Talon s'inscrit dans un cadre diplomatique qui dépasse les simples relations protocolaires. Les deux pays ambitionnent d'intensifier leur coopération dans des domaines clés, notamment l'agriculture. Mais avant ce voyage, le président béninois était à une session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO à Abidjan. À ce sujet, Bénin Intelligent écrivait que face à la crise que traverse la CEDEAO, le président Patrice Talon a lancé le vendredi 20 juin un appel pressant à une véritable intégration économique régionale lors du sommet initié par son homologue nigérian Bola Ahmed Tinubu. Il a souligné que ce rendez-vous arrive à point nommé parce que notre région traverse une crise de confiance et de partenariats affirmés. Selon lui, malgré le potentiel du marché ouest-africain, nous sommes dans le monde de l'économie la moins intégrée régionalement, alors même que nos économies sont complémentaires comme nulle part ailleurs. Et puis l'autre information dont se sont saisies les parutions, c'est celle du limogeage du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Paulin Akpona, comme l'affichait le matinal. Communiqué du secrétariat général du gouvernement à l'appui, le journal racontait que Paulin Akpona n'est plus ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines. Il a été remplacé le jeudi 26 juin 2025 par son collègue José Tonato, cumulativement avec ses fonctions de ministre du cadre de vie et de transport chargé du développement durable après l'obtention de l'avis favorable du bureau de l'Assemblée nationale. Pour la nation, s'en mêlant les pinceaux dans un détonnant amalgame entre action publique et engagement partisan ajouté à des accusations tête à queue, Paulin Akpona a fini les 4 fers en l'air et coupant d'un limogeage retentissant, faisant suite à une sortie tonitruante. A-t-il flanché de la langue?
zèle mal à propos depuis que la vidéo de sa malencontreuse intervention dans le Borgou est devenue virale sur les réseaux sociaux. Les internautes, tout en faisant leur chou gras, s'interrogent sur cette séquence. De quoi parle Paulin Akpona? Mais les observateurs de la scène politique béninoise se sont inquiétés plutôt pour le ministre de l'Énergie, car cette forme de communication est loin d'être compatible avec les codes du gouvernement talon en la matière. Il est entendu qu'on n'en resterait pas là, et c'est le cas, car Paulin Akpona a perdu depuis jeudi son portefeuille ministériel, et pour cause, on s'imagine mal comment il peut continuer à appartenir à une équipe gouvernementale dont il a violé le code de conduite par ses dires tonitruants et pour le moins déconcertants. Fraternité n'y va pas du dos de la cuillère lorsque la publication écrit que la sortie est perçue comme une attaque frontale. Elle est orientée non seulement contre un ancien membre du gouvernement, mais aussi contre un allié politique de la même famille. Le signal est clair, la liberté d'expression ne peut s'exercer au détriment de la solidarité gouvernementale. La critique peut être légitime, mais dans un cadre aussi structuré que l'exécutif, elle doit passer par les voies internes. Révéler publiquement des soupçons de malversation sans preuve formelle ni consultation préalable revient à désavouer ses collègues et par ricochet le gouvernement dans son ensemble. Plus encore, dans un contexte politique où l'unité des formations alliées est essentielle, cette sortie a été perçue comme une trahison de famille. Paulin Akpona occupait un portefeuille confié au bloc républicain, sa formation politique. En exposant les failles supposées de la gestion passée sans concertation, il fragilise non seulement l'action gouvernementale, mais aussi la cohérence interne du camp au pouvoir. D'ailleurs, le parti perd la gestion de ce portefeuille au profit de l'Union progressiste. Le Renouveau, le Progrès, tout comme les autres journaux, d'indiquer que José Tonato est le nouveau ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines. Dans un communiqué publié hier par le secrétariat général du gouvernement, il est précisé qu'il aura accumulé les nouvelles fonctions avec celles qu'il occupait, à savoir ministre du cadre de vie et des transports chargé du développement durable. Cette décision intervient suite au limogeage de Paulin Akpona, l'ancien chargé du portefeuille. Et pendant ce temps, Gasquiani s'étonnait du silence de l'ex-président de la République, Boni Yayi. Depuis plusieurs mois, l'ancien président du Bénin, Boni Yayi, brille par son absence de la scène publique. Celui qui, ces dernières années, avait habitué les Béninois à des apparitions régulières, à des descentes de terrain et à des visites fortement médiatisées, semble aujourd'hui avoir choisi un silence aussi profond qu'inattendu. Ce changement est d'autant plus énigmatique qu'il survient à l'approche d'une échéance cruciale, l'élection présidentielle de 2026. Dans les rues de Cotonou, les spéculations vont bon train. Il prépare quelque chose, pensent certains. Il n'est pas au pays, murmurent d'autres. Ce silence, pour beaucoup d'observateurs, contraste radicalement avec l'hyperactivité de ces dernières années. Avec le pays émergent, on lisait que les jeunes talents du centre de Miserete sont en route pour la République dominicaine en vue de prendre part à la première édition du tournoi MICF Football Punta Cana qui aura lieu du 24 au 29 juin 2025. Ils sont 19 jeunes passionnés de football encadrés par 5 membres de l'équipe technique qui vont représenter fièrement le centre de formation de Miserete sur la scène internationale. L'objectif est clair, ils vont vivre une expérience sportive enrichissante, se mesurer à d'autres centres de formation venus de divers horizons et surtout porter haut les couleurs de Miserete et du Bénin. C'était la revue de presse hebdomadaire. Merci d'avoir été là.
Il est déjà confortablement installé, notre invité média. Bonsoir Koshimoro Mbadji, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Erich, bonsoir et merci pour l'invitation. Tout va bien, j'espère que tout va bien de votre côté aussi. Tout va très bien et vous avez vos 3 sujets habituels qui vous attendent déjà. 3 sujets d'actualité pour le décryptage avec vous. Vous êtes prêts? On peut y aller. D'abord, nous parlerons de cette offensive diplomatique amorcée par le président Patrice Talon depuis quelques jours. Il a lancé un message fort depuis le Nigeria pour la restauration de l'image de la CEDEAO. Que comprendre par cet appel à la consolidation de l'institution sous-régionale que vous savez très bien traverse des moments très difficiles? Alors, je pense que cet appel du président Patrice Talon s'inscrit donc dans une logique. Avant même que la CEDEAO ne rencontre tous les problèmes qu'on observe aujourd'hui, à un moment donné, le président avait déjà annoncé des idées, fait des propositions pour que cette institution soit donc réformée. Et je pense qu'on est dans cette logique lorsqu'il demande donc à tous les membres de se serrer les mains. Et je pense qu'aujourd'hui, ces réformes que le président avait donc suggérées il y a quelques années, ces réformes deviennent de plus en plus primordiales parce que aujourd'hui la CEDEAO vit des jours très difficiles. On a 3 membres qui se sont retirés et qui aujourd'hui s'inscrivent donc dans une logique de bras de fer avec la CEDEAO, dans une logique de duel. Donc je pense que c'est le moment pour la CEDEAO de se reformer, de revoir beaucoup de choses dans son fonctionnement. C'est vrai qu'on peut avoir des inquiétudes par rapport à la réussite donc, de cet appel qui est lancé, parce que quand on regarde aujourd'hui, on a peut-être 3 ou 4 pays qui se réclament encore sérieusement donc de la CEDEAO, parce qu'il ne faut pas l'oublier, en dehors du Niger, du Mali et du Burkina Faso qui se sont officiellement retirés, il y a d'autres pays qui, un pied dedans, un pied dehors. Donc aujourd'hui, on a formellement le Bénin, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, qui sont encore là et qui épousent encore entièrement donc, les idées de la CEDEAO. Donc je pense que ça peut être compliqué de rallier déjà les pays qui sont partis et d'autres pays qui sont là et qui sont peut-être en train de réfléchir à partir. Oui, on sait que, est-ce qu'avec la création de l'AES et par les 3 pays dont vous avez parlé actuellement, et la position mitigée d'autres pays qui font les yeux doux à l'AES, est-ce qu'aujourd'hui le message de Patrice Talon aura véritablement grand écho dans la sous-région? Oui, c'est l'inquiétude, mais je pense qu'il faut déjà commencer par les pays qui se retrouvent encore entièrement au sein de la CEDEAO. Et après les autres, si ça prend, je pense que les autres vont peut-être se rejoindre. Oui. Et surtout, il faut avoir le courage de faire les réformes, de faire les choses comme cela se doit. Parce que ceux qui sont partis, ils ont énuméré des revendications. Ceux qui veulent partir ou ceux qui ne se retrouvent plus donc, au sein de dans les idées de la CEDEAO, ils ont aussi des revendications. Et je pense que les idées que le président propose, c'est pour corriger donc tout ceci. Et il faut avoir le courage de faire des réformes. Il faut également parler du respect des tests. Justement, voilà. il faut le respect des tests, parce que lorsque vous êtes dans une équipe, dans un cercle, et que les tests disent autre chose et que dans la pratique on fait autre chose, je pense que ça va avec des frustrations, et ce qu'on est en train d'observer, c'est ça qui vient finalement. Ouais. On sait aussi que le président Patrice Talon s'est aussitôt envolé pour la Côte d'Ivoire, un pays qui organise très bientôt son élection présidentielle dans un climat tendu. Les principaux opposants sont tous écartés de la course au pouvoir. Alassane Dramane Ouattara se voit proposer un nouveau mandat. Il dit qu'il va réfléchir. Est-ce par pure coïncidence que juste après son message, le président Talon aille en Côte d'Ivoire? Alors, je pense que cette visite donc, du président, moi, je vois ça d'abord dans la logique donc, de son appel lancé pour la consolidation, pour des réformes au sein de la CEDEAO. On sait que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, fait partie donc, des pays qui font le poids au sein de la CEDEAO. Après le Nigeria, on a forcément la Côte d'Ivoire en termes d'économie, en termes d'influence. Donc, c'est assez intéressant pour le président Patrice Talon, après avoir donc, lancé cet appel, aller discuter donc, avec le président ivoirien. Je pense que c'est beaucoup plus dans une logique de lobbying,
Après, pour ce qui est donc des élections en Côte d'Ivoire, oui, et c'est assez paradoxal. Ici, le président Patrice Talon n'est pas dans une logique de faire un troisième mandat. On a le président ivoirien qui a déjà fait un troisième mandat et qui réfléchit et qui peut-être peut donc candidater pour un quatrième mandat. Donc bon, c'est assez... Il réfléchit toujours entre le oui, le non. Ouais, il réfléchit toujours, mais ici on a un président qui ne réfléchit plus. Il a dit clairement qu'il ne veut pas de troisième mandat. Donc c'est assez paradoxal. Je sais que le sujet, ils ont certainement débattu donc du sujet, mais bon, après c'est un choix qui est personnel. Le président Patrice Talon a peut-être donc suggéré à son ami de ne pas y aller, mais bon, ça reste donc une décision personnelle, un choix personnel. Et l'offensive diplomatique se poursuit au pays de Lula. Le président Patrice Talon était également au Brésil pour renforcer la coopération avec ce pays. Pourquoi subitement cette offensive diplomatique à quelques mois seulement de la fin du mandat? Oui, je pense que là aussi, on est dans une logique tracée par le président il y a quelques mois, parce que ça fait la deuxième visite en moins d'un an. Et lors de la première visite, je pense qu'il y a des bases qui ont été jetées, des bases donc de consolidation des relations diplomatiques entre le Bénin et le Brésil. Et cette fois-ci, il y a eu des accords qui ont été signés. Donc je pense que cette fois-ci, c'est pour concrétiser les discussions qui ont été donc entamées il y a quelques mois. Deuxième sujet pour vous, l'affaire Akpona qui a suscité beaucoup de débats ces derniers jours. Les déclarations du ministre ont été fortement critiquées par l'opinion publique. La réponse du gouvernement ne s'est pas fait attendre. Il a limogé son parti politique. Le bloc républicain s'est aussi désolidarisé de ses propos. Aux dernières heures, nous avons eu droit à des excuses publiques du ministre déchu. Quelle lecture faites-vous de cette situation, surtout la réponse du gouvernement? Alors, c'est la grosse actualité au pays actuellement. La réponse du gouvernement, je pense même que cette réponse a pris du temps. Et moi, quand j'ai écouté le ministre, j'ai prophétisé ce qui est arrivé par la suite, parce que tout gouvernement sérieux devrait donc prendre cette décision. Alors, le ministre, il s'attaque à un homme qui, logiquement, n'est même pas un adversaire politique, parce qu'ils sont tous du même bord. Et c'est là où on ne comprend pas véritablement donc, cette intervention du ministre. Mais en visant donc ce dernier, le ministre ne savait pas qu'il mettait tout le gouvernement en difficulté. Parce que pour avoir dit ce qui a été dit, c'est au-delà donc du ministre, c'est qu'on est en train de dire que le gouvernement, quelque part, n'a pas réussi sa mission. Et je pense que la réponse la réponse donnée par le gouvernement, c'était la meilleure réponse qu'on puisse avoir, parce qu'il faut donc que le gouvernement explique qu'il n'est pas donc... c'est vrai que le ministre n'est pas allé sur le terrain en tant que ministre. Je crois que c'était un meeting, c'était une action purement politique, mais il reste quand même un ministre donc, du gouvernement. Donc il fallait taper du poing sur la table et c'est ce qui a été fait. Ouais. Et déjà le parti Les Démocrates qui exige que toute la lumière soit faite sur les déclarations faites par le ministre Akpona. Qu'est-ce qui va se passer selon vous? C'est vrai qu'il y a eu des excuses d'une part, mais est-ce que ça va se poursuivre? Est-ce qu'on aura d'autres épisodes de ce feuilleton? Alors je pense que la réaction des démocrates, elle est tout à fait normale, logique. C'est de la récupération politique. Et je pense que logiquement, le gouvernement peut donner une suite donc, à cette demande. Ça va permettre donc, au gouvernement de s'expliquer, de clarifier les choses. Parce que quand un ministre vient dire qu'il y a eu plusieurs dizaines de milliards qui ont été donc distraits. Une supposée malversation. Voilà, une supposée malversation financière. Forcément, au-delà donc du parti Les Démocrates, tout le monde veut comprendre. On veut comprendre parce que à quel moment un ministre vient faire une telle déclaration, forcément, il a peut-être... C'est vrai que dans son communiqué où il demandait, donc il présentait des excuses, il a dit qu'il n'avait pas, ses propos n'étaient pas forcément fondés sur des bases solides, mais bon, on veut quand même comprendre ce qui s'est passé. Donc logiquement, la demande des démocrates devrait avoir donc une suite. On espère que un représentant donc du gouvernement puisse donc se rendre à l'Assemblée nationale pour répondre aux démocrates. Donc il y aura des épisodes. Oui, on espère.
Ah, vous l'espérez? Ouais. Ah ben voilà, je comprends. Ça, c'est la presse. Et justement, suite à ce limogeage de Paul Herponant du gouvernement, un autre ministre devient plus puissant. Vous voyez qui c'est? Avec un cumul d'au moins trois différents portefeuilles. Il s'agit bien évidemment du ministre Tonato, qui, en plus de son portefeuille initial, du cadre de vie, a hérité des transports. Et maintenant, il gère aussi l'énergie, l'eau et les mines. Ce n'est pas trop pour une seule personne? Alors, je pense que pour moi, ça ne fait pas forcément de lui un super ministre, un ministre puissant. C'est vrai que ça fait quand même 3 portefeuilles. Mais en même temps, quand on regarde un peu de plus près, on peut voir que ces 3 domaines ont quand même des points en commun. À la base, c'est le ministre donc, du cadre de vie et du développement durable. Après, qui parle de cadre de vie, il parle d'une autre forcément donc d'infrastructure, et après qui parle aussi donc d'eau, et puis bon, après l'énergie et tout. Moi, je pense que le président reste toujours dans sa logique de ne pas avoir un gouvernement un gouvernement composé donc d'un effectif assez élevé. Et l'autre chose aussi, éviter ce qu'on a vu par le passé, où tout le temps on ramène donc de nouvelles têtes dans l'équipe. Et là, on est à quelques mois de la fin du mandat. Je ne sais pas, ça sert vraiment à rien donc de ramener une nouvelle tête. Et surtout que au niveau des ministères, vous le savez, il y a des équipes techniques qui travaillent. Ce n'est pas comme si Tonato il va tout refaire au niveau donc de ce ministère. Donc, je pense que c'est pour aller un peu plus vite que le gouvernement et le président a fait cette option. Et pour moi, ça ne fait pas forcément du ministre Tonato un super ministre. Ouais, je pense pas. Bon, s'il n'y a plus de nouvelles nominations, est-ce que c'est par pure stratégie politique ou crise de confiance? Non, je pense que ça peut être une stratégie politique. Comme je l'ai dit déjà, éviter donc de ramener une nouvelle tête au sein de l'équipe. Et là, vous savez, on est à la fin et il y a des gens qui, quoi qu'on dise, le président a tout fait pour montrer que son gouvernement n'est pas forcément trop politique, mais en même temps, on le sait, quand il y a une place qui se libère, on sait comment est-ce que les partis politiques se bousculent. Donc, peut-être que le président a décidé de ne pas frustrer en choisissant telle ou telle personne. Donc, OK, on met un ministre qui est déjà au sein de l'action et puis tout le monde est calme. Donc, stratégie politique. Oui, stratégie politique, selon moi. Voilà. Merci à vous, Koshimo Vungwadi. Tout le plaisir était pour moi de vous avoir avec nous. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous allons à présent observer une pause de publicité et revenir avec l'artiste de la semaine. Je vous retrouve dans un instant. C'est royal avec Canal+. Profitez d'une programmation de prestige. Nouvelle reine, les rois du parquet de la balle et de la NBA, il y en a pour tous les goûts au royaume du divertissement. En ce moment, réabonnez-vous à votre formule habituelle et profitez de 15 jours offerts à tout Canal+. Qu'on me mette Canal+ Sport 2. Il répond au nom de Adek Alibonon, artiste béninois au parcours singulier. Il est compositeur, chanteur doté d'un talent impressionnant, une voix spéciale qui fait voyager dans l'univers du vécu quotidien à travers des ondulations vibrantes. Il est à cheval entre le Bénin et le Japon et sa musique moderne, bien que d'inspiration traditionnelle, jette une passerelle entre les deux pays puisque l'artiste s'est approprié un instrument de musique découvert au Japon et qui aujourd'hui fait la spécificité de ses œuvres. Voici l'artiste de la semaine.
africaine qu'on appelle. Je ne suis pas à ton égard. Boy, au volet, les sous-awa, le bois exploité, Africato. Ça veut dire que je ne suis même pas l'être humain égal comme toi. Donc, il faut laisser cette éducation de vengeance pour qu'on puisse avancer. Donc, il faut laisser cette éducation de division pour qu'on puisse avancer. Je dis donc, il faut laisser cette éducation d'ennemis pour qu'on puisse avancer. Adek Ali Bono, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Merci de partager. Voilà. Je suis ravi d'être là. On sait que vous avez débuté la musique avec l'iconique groupe d'Africa Percu, une longue histoire d'amour entre la chanson, les instruments et vous. Avant de revenir sur votre carrière solo, parlez-nous un peu de vos débuts de la musique et surtout du groupe Africa Percu. Oui, mais avant même de connaître Africa Percu, au village, j'ai été percussionniste. Ah, d'accord. Et au choral de mon église. Donc, arrivé à Cotonou pour la formation de couture, j'étais venu à Cotonou en 92 pour l'apprentissage. Mais au bout de 2 ans de formation, je savais déjà quoi faire à la sortie de cette formation. Vous faisiez quoi comme formation seulement? J'étais apprenti couturier. D'accord. Donc, le rêve définitif est né quand j'étais à l'apprentissage. Donc, après la formation, bon, j'ai commencé par jobber dans un atelier en tant qu'ouvrier. D'accord. Et c'était en 2018. Je suis allé voir. Et maintenant, il faut se jeter à l'eau. Il faut aller au saut dans le vide. Donc, je suis allé voir Robinson Sipa, qui était en vogue à l'époque. Nous saluons le douanier Robinson Sipa. Oui. Mon idole. Ah oui. Donc, je l'ai expliqué le cas. J'ai failli dire, quand j'écoutais les sons tout à l'heure, je me suis dit, là, on sent un peu une touche à la Robinson Sipa, mais je me suis dit, mais là, vous venez de lâcher le morceau. Oui, tout à fait, oui. Il faut l'avouer, à qui je rends vraiment hommage et sur ce plateau. Ouais. Et je suis allé le déranger et finalement, il m'a confié à Gilles Jonas. D'accord. Gilles Jonas qui m'a mené au bord de la plage et il faut préciser que c'est le fils du maestro Jonas Pedro. Tout à fait, oui. Voilà. Et donc, il faisait quelques exercices de voix avec moi. Donc, quelques séances, je me suis dit, bon, il faut aller sur la scène. C'est ça. J'ai commencé par interpréter dans les bars, et à gauche et à droite. Donc, c'est dans ces collimateurs que qu'on m'a fait rencontrer Africa Percu. Et j'ai continué les cabarets avec Africa Percu. Donc, c'est avec Africa Percu que j'ai commencé le live véritablement devant le public. Okay. Et dans les cabarets. Ça se faisait comment l'ambiance au sein du groupe Africa Percu? Comment ça se passait? Chacun avait son instrument. Moi, je jouais le gong. Il y a 2 percussionnistes de djembé, il y a 2 gongs, il y a le lead gong et l'accompagnement gong. Et il y a un autre qui détenait la cassaette. Donc, 6 sur scène, c'était du bombe. Ouais. On se souvient d'Africa Percu, un groupe mythique effectivement qui a fait son temps. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer en solo? Oui, en 2004, après l'album du groupe Africa Percu, il faut avouer que personne ici attendait le succès de l'album en question. Ouais. Donc, le succès en question, il nous est tombé dessus. Ah. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? S'il ne faut pas commencer par croiser tel membre à gauche et à droite dans des conditions déplorables, bon, on a décidé à ce que chacun va à d'autres occupations pour pouvoir sécuriser la famille. Parce qu'à l'époque, on n'était que 2 et célibataires. Tous les autres étaient en couple, donc il faut sécuriser la famille. Donc,
voilà la raison pour laquelle chacun allait dans son sens. Voilà. Oui. Non, après ça, bon, c'était aussi le carrefour à ce que bon, chacun croit son destin, ce qui a été mon cas. Voilà. Donc, j'ai pris mon envol en 2010 et suis au Japon. Ouais. Voilà. Cela fait justement plus de 15 ans que le Japon vous a adopté, Ouais. mais le Bénin ne vous a jamais quitté. Et la preuve, vous chantez toujours dans votre langue. Pourquoi ce choix? Mais écoutez, vous n'êtes pas sans savoir que bon, j'ai commencé ici quand même. Oui. J'ai connu 2 albums au Bénin ici, en groupe. Donc, j'ai commencé la musique en live, donc typiquement et tradition. Donc, arrivé là-bas, ce n'est que la continuité. Mais j'avoue une chose, ma première scène là-bas m'a tellement donné de trac. Pourquoi? Parce que bon, c'est une autre couleur. C'est un monde que vous ne connaissiez pas. Voilà. Vous vous êtes retrouvé face à des spectateurs que vous ne connaissiez pas, Voilà. auxquels vous n'êtes pas habitué. La magie était quoi? Je suis allé là-bas 2 mois après, on m'a invité sur un festival. D'accord. Donc, c'était vraiment grandiose. Et la chance que j'avais connu déjà les cabarets ici et j'étais plus ou moins rodé avant de partir, ce qui m'a beaucoup aidé. Donc, c'est ce festival, après le spectacle de ce festival, qui m'a amené en tournée, à faire des rencontres par-ci, par-là, jusqu'à ce que je suis allé à mon premier album en 2016. Ouais. Voilà. Et puisque nous parlons justement du Bénin, nous allons suivre une de vos chansons qui prône l'unité, la cohésion nationale, malgré les tendances à des clivages régionalistes et ethnocentristes. Vous l'avez intitulée Bénin United. Bénin United. Oui. Pourquoi Bénin United? Bénin United, parce que bon, il faut utiliser quelques thèmes, hein, quelques stratégies pour pouvoir passer le message, pour pouvoir faire comprendre le message. C'est vrai, ça ne crée pas trop de problèmes dans les ethnies, mais lorsqu'on appelle son compatriote et Tomenou, lorsqu'on va prendre ça là, ce thème homo, c'est comme si, bon, lui, il est à part, il n'est pas du pays. Ouais, Voilà, ça dit des petits trucs. Ça crée la stigmatisation. Voilà. Donc, il fallait utiliser ça pour pouvoir passer le message. Ouais. Voilà. Nous allons donc suivre Bénin United pour justement que le message passe encore plus justement sur Canal 3 Bénin. Ça se passe sur le grand format. Jeje ole doa bokenu no miato mi bane mine wo no visilele da sanundo fono koda ete mejelele kamondo we tono o dodo lea no viche totali benunde we mo mino baraku boyo lo timoro na mo menu ai no vo evide we kamona dite botundo goro po mejewe mi lo consindo bahoyo Comment le acha Comment le afacha Kokolo comment le kalo rewa menungo Sapala toke lo kalo tape tuae Comment le afacha Comment le acha Comment le
afasa jorondi mende kusomondo na o afasa jorondi mende kusomondo no hode ekwepe o comment le o e comment le afasa comment le o comment le asha sopala. Dans ce clip, on voit cette diversité culturelle du Bénin. On a vu pratiquement plusieurs ethnies, des habitants de plusieurs régions ensemble autour de la fameuse Jacques. Oui, il fallait ça. Parce que quand vous écoutez le message, il faut vivre aussi l'image. Il faut vivre les images à travers... il faut vivre le message en question à travers l'image dont vous voyez. J'aime bien ce sourire narquois qui est venu quand vous étiez en train de sortir les diverses expressions que l'on entend au Bénin. Il faut qu'on a et quoi, ainsi de suite. Donc ça crée des stigmatisations. Pourquoi ce sourire narquois? C'est un message fort, c'est un message touchant. Maintenant, il faut un peu de sourire pour pouvoir encore, une fois qu'on écoute la chanson, qu'on n'ait pas toujours... le côté amer, le côté douloureux. C'est un message fort, mais il faut passer avec un peu de douceur, quoi. Intéressant. Vous vous faites facilement remarquer sur les scènes au Japon. Vous êtes accompagné par des instrumentistes japonais. Nous en avons vu, mais justement, dans les clips qui sont passés, lors des festivals, collaborations et même des découvertes, justement. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans les échanges culturels entre le Bénin et le Japon? Ce qui m'a le plus marqué, c'était ma première tournée. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était ma première tournée. J'étais en tournée avec une fille, disons une femme pianiste coréenne. D'accord. Elle était en tête d'affiche. Et j'entendais parler d'elle étant ici. Et je n'ai jamais imaginé la croiser jusqu'à faire des scènes avec elle, jusqu'à ce qu'elle aime, c'est-à-dire elle adhère facilement ma façon de jouer sur scène. Wow. Et vraiment ça m'a tellement marqué. Elle m'a même donné son album à l'époque. C'était en 2012. Ouais. Ça m'a tellement marqué. Ça, c'est intéressant. J'ai remarqué également ce coup de foudre que vous avez pour le Happy, je crois que c'est bien comme ça. Oui, Happy Drum. C'est cet instrument que vous avez découvert au Japon. Oui. Vous l'avez carrément apprivoisé et vous l'intégrez parfaitement à votre musique. Oui, tout à fait. C'est avec un son nouveau d'ailleurs. Je dirais même un pont ou une passerelle entre le Bénin et le Japon. Oui. Parlez-nous un peu de cet instrument. Oui, c'est un instrument que j'ai découvert chez un ami japonais qui m'a invité sur son événement. Et au cours de la préparation, il m'a montré l'instrument. Et j'ai touché l'instrument, j'ai dit, tiens, ça là, il faut que j'achète. Et c'était en 2012. Et tout de suite, je l'ai acheté et je l'ai adopté vite. C'est l'instrument qui est juste en face de vous, ça? Tout à fait, oui. Ouais. Donc depuis 2012, on est ensemble. Sur scène, on est ensemble. Et en voyage, on est ensemble. En studio, on est ensemble. Il est sur mon... Et sur mes deux albums. Et sur mes deux albums. Donc, c'est un album c'est un instrument du moins qui adoucit. Lorsque vous écoutez, allez. Bonjour on veut justement bien écouter un peu, un tout petit peu. Kandi manande konole singlimi kmataka tule ejole. Wow. Ça vous a pris combien de temps pour maîtriser cet instrument? Il ne faut pas compter les mois, il ne faut pas compter les jours. Ça a été difficile? Mais je sais que non, ça n'a pas été difficile. Au départ, bon,
ça a des tonalités qui ne sont pas loin du kora et du balafon africain. C'est ça. Donc, étant percussionniste, j'ai utilisé mes capacités d'un percussionniste et je l'ai adopté. Sinon, normalement, on joue avec des baguettes. D'accord. Mais avec les baguettes, je n'étais pas à l'aise parce qu'il fallait quelques jeux de doigts qu'avec les baguettes, on ne pourra pas les faire. J'ai déposé les baguettes et je les ai sécurisées. J'ai dit, bon, vous l'avez réadapté, voilà. Vous voulez t'approprier à votre manière fait, pour jouer justement comme vous l'entendez. Voilà, c'est super. Ouais. Aujourd'hui, Adek revient au pays avec son deuxième album, fruit d'un métissage justement vibrant entre racines et horizons lointains, justement. Un projet sincère, audacieux, enraciné dans les rythmes béninois et ouvert surtout sur le monde. Parlez-nous un peu des coulisses de ce nouvel album. Oui, après mon premier album, j'ai senti que je suis en cours de répertoire. D'accord. Et quand j'étais venu faire quelques tours de médias au pays, en 2017, je me suis dit qu'il fallait forcément revenir et travailler sur un nouveau projet. C'est ça. Donc, c'est le spectacle qui m'a beaucoup motivé parce qu'ils ont adhéré à un morceau qu'on appelle Ewawao. Donc, je me suis dit, en voulant reprendre ce morceau, il fallait reprendre ça avec d'autres morceaux. Donc, après le tour de médias, je suis parti. Et de là-bas, j'ai commencé par contacter quelques numéros du pays pour pouvoir savoir chez qui travailler. J'ai appelé certains, ça a sonné, on n'a pas pris. Mais je me suis rendu compte que j'ai connu une légende au pays qui nous ont tellement éblouis. Et je me suis rappelé qu'il a son studio. Et j'ai fouillé dans mes carnets, j'ai trouvé son numéro. Allez, j'ai lancé. Ça a sonné 1, ça a sonné 2. J'ai entendu allô. Il s'appelle Lolo Assolamou, à qui je rends vraiment vivement hommage. J'ai dit, grand frère, est-ce que vous continuez le studio? Il me dit oui. Je dis, je viens au pays, on va travailler sur un nouveau projet. Et j'ai amené 6 morceaux chez lui. Et en studio, on a commencé par parler des musiciens, parce que je voulais travailler avec les musiciens de mon pays et aller finaliser ça avec mes gars de là-bas, ce qui fera un mélange. Ouais. Voilà, donc on a commencé par parler des musiciens. Il me regarde, il dit, Adek, laisse-moi chercher les musiciens qui vont jouer sur l'album. Il a dit et il a fait. Et ça, je n'arrive pas à oublier. Intéressant. Et il a touché des musiciens vraiment talentueux. Et ça, je n'en finirai pas d'en parler. Ouais. J'aime bien une de vos chansons que vous avez dédiée au couple. Une chanson qui est en même temps carrément, selon moi, une exhortation à la patience, au pardon. Pourquoi vous riez? J'ai l'impression que vous attendiez à des mots de ma part. Bon, vous comprenez déjà, vous savez déjà de quoi je vais parler. Ouais. Bon, voilà. C'est une chanson pour construire justement un foyer solide. Son titre, c'est Ewawao. Parlez-nous d'abord de cette chanson-là, parce que j'ai remarqué que vous souriez. Je veux d'abord que vous nous donniez le message avant que le clip ne passe. Oui, parce que c'est l'engouement du cœur, la vivacité, c'est-à-dire l'ouverture du cœur d'un homme vers sa conjointe, vers madame. Oui. Et ça, beaucoup d'hommes en font. Peut-être, ça peut être ouvertement, ça peut être à huis clos, mais le message clair est que, madame, vous avez votre avenir avec vous, vous avez votre mari du ciel. Prenez soin de lui et vous avez tout avec lui. Ne regardez pas les petits querelles qui arrivent de temps en temps pour pouvoir gâcher, n'est-ce pas, ce que Dieu a uni. Et Dieu même sait que ça arrive. Voilà, ça arrive. Nous allons donc suivre Ewawao de Adek Aligonon. Suivez et vous comprendrez le message.
Voilà, c'était Wawawo de Adek Alibonon qui est toujours avec nous en plateau. Adek Alibonon, quels sont vos projets puisque vous êtes au pays actuellement avec votre deuxième album? Ah oui, comme projet, il faut continuer la promotion. D'accord. Ce qui demande beaucoup d'efforts. Il faut continuer la promotion. Et le 22 mars passé, on a eu à présenter l'album en live au public de Cotonou, au lieu unique. Ça s'est bien passé. Donc c'est toujours la promotion, il faut en parler, il faut communiquer. Voilà. Ouais. Dites-nous, vous avez commencé par un groupe, vous évoluez en solo aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes qui, comme vous, veulent aussi se lancer dans la musique. Quels conseils pouvez-vous prodiguer à ces jeunes? Comme conseil, beaucoup de courage d'abord. Beaucoup de courage et d'être passionné. Si on n'est pas véritablement passionné, on va faire quelquefois ce qu'on a envie de faire et on a déjà fait ce qu'on a envie de faire et on passe à autre chose. Et il faut que ça soit vraiment de la passion et chercher à être bon. Lorsqu'on cherche à être bon, ça demande beaucoup de travail. Mais lorsqu'on veut juste impressionner, bon, et alors, on t'a déjà vu. Donc, vaut mieux de chercher le bon que de chercher à être mieux. Ou le meilleur. Parce que lorsqu'il y a meilleur, ça veut dire qu'il y a une comparaison. C'est ça. Donc, on cherche à être bon et on reste soi-même. J'ai remarqué que vous aimez beaucoup plus votre particularité. Vous aimez être particulier dans ce que vous faites. Mais c'est ça qu'on appelle l'art. C'est ça. L'art, c'est quelque chose, vous pouvez forcément être sur le même rythme, la même musique. Mais lorsqu'on écoute ta musique, sans te connaître, on sait que oui, voilà lui. Il y a une touche particulière. Voilà. Un dernier clip avant de prendre congé de vous, Maman Bowai, justement. C'est une chanson que je n'ai pas vraiment cernée, mais je sens qu'il y a un message profond derrière ce texte. Parlez-nous un peu de cette chanson. Maman Bowai, c'était sur mon premier album. Et c'est un morceau qui est né en studio. On était en studio et on travaillait sur mon premier album. Et quelque chose m'a dit, tiens, et ta mère n'est plus là, tu es en exil, mais il faut comprendre que de l'autre côté, elle est toujours avec toi. Donc, fais-lui quelque chose. Donc, c'est comme ça que l'idée de faire une chanson à ma maman est née. Donc, je lui ai dédié un morceau. J'ai fait quelques rétros
sur sa vie, comment elle a été chérie vis-à-vis de moi, sa carrure, et j'ai fait tout ça, un morceau, et ça a donné Maman Boy. Finalement, c'est une dédicace à toutes les mamans, Maman Boy. Nous allons suivre Maman Boy et nous revenons au plateau justement pour une autre prestation de notre artiste Adek Alibono. Des tests forts, une musique qui touche et un instrument qui fait vibrer tout son être. Adek Alibono, il est toujours avec nous. Dites-nous, nous sommes à la fin de notre entretien. Un mot de fin à nos téléspectateurs et à tous vos fans qui vous suivent actuellement. Comme mot de fin, allez streamer. L'album est sur Spotify, est sur Apple Music, est sur Denga Streaming. Et plein d'autres YouTube aussi, tout à fait, oui. YouTube aussi, il suffit de taper Adek Alibono et là vous avez beaucoup de clips. Vous allez à présent sacrifier la tradition de ce plateau en nous offrant justement une belle prestation avec l'instrument Happy que vous avez déjà dompté pratiquement. Vous nous faites une bonne prestation avant que je ne fasse la conclusion de cette émission. Je vous laisse le plateau. Adek Alibono, le plateau est à vous. Nande pokpo kan kuna monole singimi nale tuwa eyole
konole wili ekei Ajina kadu rengei Hey, denumi kogaje Kene go kene Ananu vido konu Kene go kene Dede go konu je Kene go kene Meshe gaba Irish Emaile no mala Akole Moinea Il faut pas oublier notre source. Ajina Canada Toulou et Yoli. Awina Kane Mujando. Merci à vous pour cette belle prestation. Je viendrai m'inscrire certainement pour apprendre à jouer cet instrument dans la sonorité particulière, ça il faut l'avouer. Certainement que les téléspectateurs ont également suivi. Et il y a aussi Ghislain Agodji, le président d'honneur de l'amicale des jeunes managers du Bénin, qui a suivi et qui dit qu'il était simplement impressionné par ce que vous faites. Mais voilà, il nous suit de très près, il nous suit chaque dimanche et il apprécie déjà ce que vous faites. Eh bien, Adek Alibono, merci d'être resté avec nous. Merci à vous aussi. Chers amis téléspectateurs, ici se referme le grand format de ce dimanche 29 juin 2025. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Merci à toute l'équipe technique qui m'accompagne. Portez-vous bien.